Et si on arrêtait de choisir nos interrupteurs au dernier moment quand tout le reste est déjà décidé? Chez EcoHome, on pense que l'appareillage électrique mérite mieux. Du design, de la matière, de la personnalité. Que tu sois plutôt rétro en porcelaine, contemporain en laiton, fan de béton brut ou de couleur pop, les collections EcoHome transforment tes interrupteurs en véritables objets déco sans exploser ton budget. Découvre toutes leurs propositions sur ecohome.fr et profite de 15% de remise avec le code LESCLÉS de la Réno 15, tout attaché en majuscule. Et choisis enfin des interrupteurs à la hauteur de ton intérieur. Et merci EcoHome d'être partenaire du podcast. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans Les Clés de la Réno, le podcast. Un nouvel épisode aujourd'hui. J'avais très envie de revenir avec un épisode solo que j'imaginais depuis déjà quelques semaines. Un épisode un peu plus à cœur ouvert, on va dire, parce que effectivement, dans le monde de la rénovation, sur les réseaux sociaux, un peu partout, on voit souvent effectivement des après magnifiques, des transformations hyper réussies, très impressionnantes, des choix assumés, des aventuriers de la rénovation avec beaucoup de courage qui se lancent dans des chantiers pharaoniques. Bref, des choses incroyables et en soi, moi je trouve ça super parce qu'effectivement, ça permet de se rebooster, de se donner du courage, de s'inspirer. Mais effectivement, ce qu'on voit moins souvent, c'est les regrets. Et crois-moi, je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de projets de rénovation dans lesquels on n'est pas un seul regret. Alors effectivement, si t'es là à m'écouter, c'est quand même que t'as envie d'avoir le moins de regrets possible, et tant mieux parce que en écoutant ces épisodes, c'est quand même tout un tas de clés, de conseils, de raccourcis qui vont justement te permettre d'aller aux meilleurs endroits, de savoir prendre des décisions éclairées et effectivement de pas commettre ces erreurs les plus coûteuses, les plus courantes, celles qui pourraient justement te faire regretter tes choix ou te faire avoir effectivement certains regrets dans ton projet. C'est les décisions qu'on a prises un peu trop vite, c'est les erreurs qu'on n'aurait pas envie de refaire et ce qu'on a appris effectivement grâce à ça. Et donc c'est exactement ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai vécu quelques regrets dans ma dernière grande rénovation, celle qui a transformé ma vie, celle qui fait que je suis là aujourd'hui à ce micro. Si tu arrives sur le podcast, tu le sais peut-être pas encore. Si tu es là depuis très longtemps, tu as dû suivre effectivement mes aventures. Mais pour te remettre un peu le truc au cœur du sujet, cette transformation, cette grosse rénovation, c'est une maison en Bourgogne, maison traditionnelle de l'architecture bourguignonne, donc en pierre, qui était très ancienne, plutôt on avait du mal à la dater, mais plutôt 19e siècle, sur cave évidemment. Donc voilà, une grande maison qu'on a tout réaménagé. On a gardé que les 4 murs extérieurs et on a tout refait par nous-mêmes pendant 2 ans et demi de travaux. Tout ça en même temps qu'une première grossesse au départ et donc des moments de doute, de fatigue, mais aussi des apprentissages intenses évidemment. Et donc c'est cette maison
qui m'a poussée à me reconvertir et à devenir architecte d'intérieur parce que au cours de ce projet, enfin, c'était pas mon métier, hein, moi, effectivement, j'étais dans la gestion de projets, d'ampleur. Je travaillais dans la culture et effectivement, j'ai administré, des gros projets, comme des festivals à plusieurs millions d'euros. Donc la gestion de projet en soi, c'était quelque chose qui m'était familier. Gérer un budget, gérer une équipe, voilà, enfin, c'était des choses que je savais faire, mais effectivement dans un secteur que je ne connaissais pas, qui était, le secteur de la rénovation, du bâtiment, les artisans et cetera. Et même si effectivement donc je suis très fière de ce qu'on a accompli, parce qu'on a fait énormément de choses et ça par nous-mêmes alors qu'on n'y connaissait rien. Il y a effectivement quelques petites choses que je ferais différemment aujourd'hui avec le recul et donc je me suis dit que ce serait intéressant de venir t'en parler aujourd'hui ici, hem pour te montrer qu'effectivement, on peut tous se tromper, pour capitaliser probablement sur les erreurs que j'ai faites et pour ne pas que tu aies à les reproduire. Et puis, parce qu'aussi, je tiens à préciser que finalement, enfin, c'est normal, d'avoir quelques regrets. On peut pas, tout maîtriser et même quand on est pro, même quand on est archi d'intérieur, quand on est décorateur, quand on est architecte, quand on est maître d'œuvre, j'en connais heu, quelques-uns qui ont également, commis quelques erreurs dans leur propre projet ou qui regrettent, en tout cas, c'est pas forcément des erreurs, mais qui regrettent certains choix, on va dire et c'est, à mon sens, plutôt normal. Voilà, ça c'est sûr que, en même temps, un projet de rénovation, on en fait quand même peu. On n'a pas vraiment le temps de capitaliser à chaque fois sur toutes ces erreurs et tous ces regrets pour faire en sorte que, son projet soit le meilleur possible. On peut pas vraiment, s'améliorer de projet en projet, puisqu'il y en a finalement pas tant que ça. Donc voilà, l'idée c'est que tu puisses effectivement t'inspirer de mes propres regrets éventuellement pour ne pas les commettre. Et puis ça m'a aussi permis de me rendre compte en me plongeant dans ce projet, dans cette rénovation, dans ma mémoire, que effectivement, il y a des choses que je regrette, mais il y a aussi des choses que je regrette pas du tout et qu'on a vraiment, heu, très bien réalisées et voilà, qui étaient vraiment de bonnes idées et donc ça pourrait être l'objet d'un autre, épisode finalement. Et tout ça pour dire effectivement, c'est cette maison-là qui, a été le déclic pour moi dans mon aventure, dans mon parcours, à la fois perso, pro, puisqu'effectivement, à force de me poser tout un tas de questions au cours de cette rénovation et d'avoir du mal à trouver des réponses, c'est ce qui m'a donné envie effectivement d'aller toujours plus loin dans les connaissances et de reprendre les bancs de l'école pour me former à la base pour moi-même, mais finalement, de fil en aiguille, voilà, c'est devenu une passion et l'envie de transmettre, d'accompagner les autres, d'accompagner, effectivement d'autres personnes à rénover et donc d'engager cette reconversion pour devenir architecte d'intérieur. Donc là, effectivement, je te parle de ça, cette maison en Bourgogne, c'était en 2017 et le temps effectivement, de réaliser ce projet d'ampleur, de reprendre une formation. Moi, je me suis lancée, à mon compte effectivement en tant qu'architecte d'intérieur en, janvier 2022, si ma mémoire est bonne. Bon. Donc, pour repartir sur le contexte de cette maison, on est en 2017 et avec mon compagnon, on décide de, se lancer dans un achat. Effectivement, on en avait un peu marre de, faire partir tout notre argent dans un loyer et donc on veut acheter une maison et une vraie belle maison bourguignonne. Alors, naturellement, même en 2017, les vraies belles maisons bourguignonnes, c'est à un certain coût. Donc on se rabat sur une petite maison, traditionnelle, dans sa construction, de la Bourgogne, dans la campagne, chalonnaise, effectivement, en Bourgogne Sud. C'est une grande maison donc, enfin une grande maison, il y a, 125-130 mètres carrés à rénover. Elle est pleine de potentiel, mais elle est clairement dans son jus et le monsieur qui l'habitait, effectivement, l'entretenait peu et utilisait qu'une partie, qu'un seul niveau, alors que nous déjà, tout de suite quand on la visite, on veut aménager le deuxième niveau qui sont en fait des combles, aménageables. Et donc il y avait tout à refaire. Vraiment, que ce soit les réseaux, autant l'électricité, la plomberie, les sols, les murs, la toiture, l'isolation, enfin vraiment, et puis elle était assez mal fichue, d'autant plus, comme je viens de le dire, qu'on voulait donc aménager les combles, les transformer avec les chambres, les salles de bain. Donc ça nécessitait de revoir complètement l'implantation. Et très vite après l'achat, je tombe enceinte de notre premier garçon et donc, en parallèle de ces gros travaux dans lesquels on se lance, finalement, on va aussi accueillir notre premier enfant.
tout en gardant donc notre appartement pour ne pas vivre dans les gravats. Et donc on a avancé comme ça, comme on pouvait, à notre rythme, tous les week-ends, souvent avec l'aide de notre famille. Heureusement qu'ils étaient là, même s'ils venaient de loin. Mais ils voyaient effectivement dans quelle aventure on s'était lancé et seuls combien c'était compliqué. Et donc quand le haut de la maison a été à peu près habitable, donc là je vous parle de ça, on était parents, on était en 2018, on a finalement emménagé à l'étage de cette maison. On s'était créé un petit appartement avec juste nos chambres, une salle de bain et une cuisine de fortune à l'étage en dessous. Et on a vécu comme ça encore pendant 1 an, le temps de terminer le reste de la maison, pour finalement être à nouveau enceinte et accueillir notre 2e enfant. Cette maison, vraiment, ça a été une aventure de vie, une aventure de couple, une épreuve aussi parce qu'effectivement, c'était un peu compliqué, on n'y connaissait rien et on s'était quand même mis la barre haute en termes de travaux, même si l'électricité, c'était quelque chose que maîtrisait mon compagnon, mais sur tout le reste, c'était nouveau pour nous. Alors bien sûr, on a fait appel à des artisans pour tout ce qui est gros chantier et structurel, évidemment, parce qu'on a quand même cassé beaucoup de murs porteurs et notamment ouvert une baie de 4 mètres de large sur la façade, sur le pignon. Donc nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait seul. Et aujourd'hui, effectivement, avec le recul et l'expérience, donc j'avais envie de te partager pourquoi on referait pas tout exactement pareil et les erreurs qu'on a faites, selon moi, et les leçons que j'en tire aujourd'hui. Donc effectivement, l'un de mes premiers regrets et des plus importants, c'est quand même le fait qu'on ait beaucoup trop cassé, trop. En fait, c'est vraiment une question de point de vue, Je pense qu'effectivement, beaucoup pourraient dire que non, c'était très chouette comme ça et c'était effectivement très agréable à vivre. On a créé du coup un grand plateau au 1er niveau avec quasiment qu'une seule pièce, la pièce à vivre. Bon, il y avait quand même effectivement une petite entrée matérialisée et puis de l'autre côté des toilettes et une buanderie arrière-cuisine qui l'arrière-cuisine ferait partie de mes très bonnes idées à conserver, effectivement. Mais bon, puisqu'on parle des regrets, je vais pas en parler. Et donc, effectivement, le fait de trop casser. On a donc cassé tous les murs, toutes les cloisons, ouvert tous les murs porteurs de ce plateau, en gros. Et on a fait ce que beaucoup faisaient et font encore finalement, tout ouvrir, décloisonner, faire tomber les murs, agrandir, aérer, ouvrir les fenêtres, mettre encore plus de fenêtres. Et sur le papier, effectivement, c'était chouette, c'était hyper tentant, c'est devenu hyper lumineux. C'est vrai que c'était très agréable à vivre pour ça. Il y avait une très belle exposition. On était en plus très bien exposés avec cette baie vitrée dont je vous parlais qui était exposée sud. Et puis du coup, on avait quelques fenêtres comme ça à la fois sur le sud et sur l'ouest, donc en soi les meilleures expositions. C'est devenu hyper spacieux, hyper agréable à vivre. Mais en réalité, c'était finalement presque un peu trop ouvert, même si c'était très agréable, c'est sûr, mais d'un autre côté, moi je trouve que c'était finalement plus difficile de meubler harmonieusement, en tout cas, vraiment de créer des ambiances différencier, d'identifier des fonctions, qui est vraiment un coin salon, qui est vraiment un coin salle à manger, un coin cuisine. Ça, c'est des choses auxquelles, du coup, j'ai dû prêter une grande attention, avec des astuces que j'ai déjà énumérées ici, notamment, effectivement, sur la verticalité, aller faire tomber des suspensions, matérialiser avec des tapis, voilà, tout simplement. Enfin, déjà, ça permet effectivement d'identifier, de matérialiser des fonctions et donc de créer une ambiance autour de ces espaces qui sont dans des espaces ouverts et donc où finalement quand tout est trop ouvert ça crée un certain flou et de la place perdue. Et donc je pense que pour le coup j'avais quand même plutôt bien réussi à faire en sorte d'éviter ça, éviter trop de place perdue, trop de sentiments de flou. Tout était quand même bien délimité et ça permettait d'avoir quand même des espaces identifié, mais effectivement, vu que tout était ouvert, c'était pas forcément très intime ni très cosy. Aujourd'hui, je pense que j'aurais eu tendance à garder un peu plus de cloisonnement pour créer plus d'intimité, plus le côté enveloppant comme ça qu'on aime avoir quand même quand on est chez soi. Et donc surtout qu'en cassant, après, tout en y réfléchissant, en refaisant les plans 10 000 fois dans ma tête sur comment je les ferais aujourd'hui, je me dis aussi qu'on a perdu la possibilité d'aménager une pièce supplémentaire. Parce que on n'aurait pas tout cassé,
on aurait finalement cassé que un des 2 gros murs porteurs qui étaient à l'intérieur. On aurait pu finalement garder un espace, créer un bureau, une chambre supplémentaire, un coin jeu peut-être fermé pour les enfants parce que là, en l'état, il était au milieu de la pièce à vivre, devant la baie vitrée. Alors en un sens, c'est vrai que ça occupait un espace et que ça lui donnait une fonction, mais je me dis effectivement nos enfants grandissant, à un moment, on aurait eu de la peine à meubler cet espace puisqu'on aurait plus eu besoin de cette fonction coin-jeu pour les enfants. Et donc ça crée effectivement de la place perdue et puis pas qu'un peu, hein, parce qu'on parle quand même de 20-30 mètres carrés là, quasiment. Donc clairement, on aurait pu mieux optimiser en gardant des cloisons sans tout ouvrir. Donc donc mieux optimiser les mètres carrés, créer du rangement supplémentaire et donc parfois effectivement, on voit que garder un mur, c'est avoir plus de fonctions, plus de possibilités et puis aussi, surtout, casser quand on commence à casser, il faut reconstruire. Donc, forcément, quand on casse, ça engendre des travaux supplémentaires. Ça, c'est pareil, je l'ai dit souvent. Mais il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on casse. Parce que quand on casse, on fait des travaux. Et quand on a un budget un peu contraint, il est probablement préférable de voir comment on peut essayer de créer un espace qui réponde à ses besoins, mais sans tout casser non plus pour limiter l'enveloppe travaux quand, voilà, le budget, il est ce qu'il est. Dans cet espace, on avait la cuisine et même si j'aimais beaucoup ma cuisine, qui était effectivement façade lisse, blanche, mate, plan de travail, effet bois et c'est ça dont on va parler, crédence, effet zélige, vert. Donc sur le papier, rien d'hyper original, hein, on était très dans les tendances, de ces années-là et puis d'encore aujourd'hui. Mais je l'aimais beaucoup, effectivement. Par contre, il y a un truc vraiment, clairement, que je referais pas et qui était pour moi l'un des plus gros regrets, et que j'aurais changé si on était resté dans cette maison. C'est le plan de travail de la cuisine en mélaminé. C'était un choix économique au départ, on va pas se mentir, parce qu'effectivement, on avait un budget qui était pas extensible et on s'engageait dans d'énormes travaux et donc à ce moment-là, on était vraiment rincés par le budget gros œuvre. Donc il fallait trouver des alternatives, trouver des choix et puis quand on n'y connaît pas, enfin quand on n'y connaît rien, c'est vrai qu'on nous survend un peu le plan de travail en mélaminé comme étant une solution économique, hyper pratique, pas fragile. Comme voilà, en soi sur le papier ça répond à de nombreux critères et on se dit c'est la solution rêvée. Oui, mais je ne referai pas ce choix et puis je le préconise pas du tout à aucun de mes clients d'ailleurs, parce que franchement, le mélaminé, visuellement, ça fait plastique. Ça peut faire le taf un peu quand on regarde ça de loin, mais de près, il y en a de meilleure qualité que d'autres, hein. De près, voilà, on commence à voir que c'est du plastique et au toucher, clairement, c'est pas pareil, hein. Même si c'est un effet bois, on voit bien que c'est pas du bois. Aujourd'hui, effectivement, si j'avais dû changer, soit je l'aurais changé complètement, et j'aurais réinstallé un nouveau plan de travail qui soit en bois massif, qu'il soit, que j'aurais pu le recouvrir effectivement en béton ciré ou en carrelage, voilà, ou effectivement j'aurais pu, couler un plan en béton brut. Dans l'idée, effectivement, trouver une alternative pour avoir un vrai plan dans une vraie matière naturelle et brute quoi. Massive, que ce soit du bois, que ce soit de la pierre, que ce soit du béton. Même avec un petit budget, il y a vraiment des alternatives plus chaleureuses, plus naturelles au sens matière noble parce qu'elle est issue de la nature et moins plastique, moins plastifiée, moins voilà, moi c'est vrai que j'ai du mal avec cette matière. Ensuite, la mezzanine. Alors la mezzanine, c'est vraiment... En fait, c'est un peu dans la continuité de l'espace ouvert du premier niveau, naturellement. Ce premier niveau, il avait un escalier en métal qui débouchait sur une mezzanine depuis laquelle on accédait aux chambres et aux salles de bain.
Je l'avais donc imaginé comme un espace ouvert. C'était un peu une respiration à nouveau pour pas arriver tout de suite dans quelque chose de trop étriqué parce qu'en plus, il y avait pas forcément une très belle hauteur sous plafond. Enfin, on était vite dans les rampants à l'étage. Et puis, cette mezzanine, elle nous a aussi bien servi au moment du Covid parce que finalement, on a installé un bureau, ce qui nous permettait d'avoir 2 bureaux, en fait, un à chaque niveau, mais qui n'étaient du coup pas des bureaux fermés, qui étaient juste des espaces bureaux dans des pièces qui n'avaient pas fonction bureau. Et donc, en fait, on s'est quand même assez vite rendu compte que c'était une caisse de résonance et que le bruit montait directement de la pièce à vivre sur la mezzanine. Alors, c'est un peu dommage quand, effectivement, la mezzanine, c'est le palier qui dessert les chambres puisque, forcément, le bruit, il va déranger ceux qui dorment. Il y avait pas vraiment de barrière sonore et ça, c'est quand même difficile, surtout quand on a des enfants en bas âge, des bébés. Voilà, il y a toujours un peu de bruit, ça pleure. C'est compliqué à gérer et faire en sorte que tout le monde puisse avoir son quota de sommeil. Voilà, donc effectivement, la mezzanine, j'adore les mezzanines, mais il faut faire un peu attention. Aujourd'hui, je referai une mezzanine parce qu'effectivement, c'était quand même une très bonne solution pour cet endroit, mais je pense que j'irai travailler la chose un peu différemment, sans doute, que au lieu d'avoir un garde-corps hyper ouvert, j'opterais peut-être pour des verrières, histoire de cloisonner un peu et de créer quand même, une forme de confort acoustique. Enfin, voilà, réfléchir le truc pour garder la lumière, mais optimiser le confort acoustique. On arrive maintenant dans la chambre parentale. Alors, elle était très chouette, avec une grande poutre qui la traversait et qui lui donnait un charme incroyable. Chambre parentale, parce qu'effectivement, on avait un espace dressing et une micro-salle de bain qui était juste composée d'une douche et d'un meuble vasque, et c'était amplement suffisant pour une chambre parentale. Elle était bien fichue. En soi, je trouve qu'on l'avait bien réussi. Par contre, effectivement, est-ce que aujourd'hui je remettrais une douche dans notre chambre parentale? C'est une très bonne question. En soi, elle m'a jamais vraiment dérangée, mais j'ai envie quand même de pointer le truc. C'est pas forcément un regret parce que je trouve que c'était quand même, ça fonctionnait. Mais il faut quand même bien avoir à l'idée que quand on intègre une douche dans une chambre, au quotidien, ça peut ne pas être très pratique. Ça crée de l'humidité, ça crée de la vapeur, ça crée du bruit, naturellement. Impossible de l'utiliser si l'autre dort. Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai, puisque mon compagnon prenait sa douche le matin, naturellement, quand il fallait se lever. Et donc, forcément, moi, je l'entendais, c'est ce qui me réveillait. Bon, en soi, tu vas me dire, c'est peut-être pas si désagréable que ça de se faire réveiller par le bruit de l'eau qui coule, hein, naturellement. Mais voilà, quand on veut quelque chose de plus confortable à nouveau en termes d'acoustique et d'humidité, sur les questions un peu techniques, il faut se poser la question. Même si ça a effectivement le charme un peu du côté hôtel à la maison. Je pense qu'on aurait gagné à avoir une vraie salle de bain familiale, bien conçue du coup et parce qu'effectivement on avait la salle de bain des enfants juste à côté de cette salle de bain, de cette douche. On aurait peut-être pu concevoir les choses un peu différemment pour agrandir un peu tout simplement cette salle de bain et en faire une vraie salle de bain familiale que tout le monde aurait utilisée, plutôt qu'effectivement 2 salles de bain avec l'une de bonne taille, celle des enfants, et une toute petite pour nous. Bon, en soi, voilà, je tenais à le préciser, en tout cas pour que tu te poses la question, si ça correspond vraiment à ton mode de vie, à tes habitudes, si toi ça va pas te déranger d'avoir cette douche dans la chambre parentale, si du coup l'option, le compromis, c'est pas de créer effectivement une petite salle de bain mais qu'on puisse cloisonner pour pas avoir ces problèmes ni de bruit, ni d'humidité, ni de vapeur, et puis bon, faire en sorte effectivement d'avoir une VMC optimale et fonctionnelle, hein, ce qui était notre cas, mais malgré tout, on sentait un peu l'humidité dans la pièce. Bref, en tout cas, voilà, se poser ces questions. Ensuite, je dirais, effectivement, ne pas avoir fait un diagnostic technique approfondi dès le début. On n'y connaissait rien, je l'ai dit. On arrivait, c'était pas notre métier. On n'avait jamais fait des travaux de cette ampleur. Moi, j'avais déjà rénové une petite maison, mais clairement, c'était du relooking, hein, c'était de la peinture, du papier peint, du sol, du carrelage. Enfin voilà, c'était vraiment des revêtements.
de sol, de mur. On n'avait rien changé fondamentalement. On n'avait pas tout cassé pour tout refaire, remis des réseaux, etc. Donc là, clairement, on a fait la plus grosse erreur à ne pas commettre, qui était disons, de ne pas prioriser les aspects structurels et effectivement de salubrité. Oui, d'une maison. Donc, pour t'expliquer, effectivement, on a estimé, selon les dires des artisans aussi qui étaient passés, que notre toiture était encore en bon état et donc, comptant sur leurs compétences et leur savoir-faire, et sur ce diagnostic du coup, on a isolé, par l'intérieur, la toiture par l'intérieur. Et au moment effectivement de créer cette isolation, déjà on s'est rendu compte que, au fur et à mesure qu'on avançait, et c'était déjà un peu trop tard, on s'est rendu compte que notre charpente était habitée par des insectes xylophages, et donc trop tard pour traiter, puisque c'était déjà isolé. Et on s'est rendu compte aussi, l'hiver arrivant, que nos tuiles n'étaient plus de si bonne qualité que ça et qu'il allait falloir refaire une couverture très très prochainement. Donc on a patienté le temps de se refaire une petite cagnotte, une petite trésorerie, parce qu'effectivement c'était quand même un gros projet. Mais on a du coup déposer la couverture qui était en mauvais état, les tuiles, pour reposer une nouvelle couverture et à ce moment-là, on en a profité pour traiter la charpente. Mais ce qui veut dire que tout ce qu'on avait fait était à nu pendant tout le temps du chantier, que ce soit les Velux, que ce soit l'isolation, voilà, enfin ça a été un peu une aventure, mais en tout cas, ça montre quand même que c'est quand même pour autant les travaux qu'on aurait dû faire en premier et c'est ceux qu'on a fait en dernier. Donc aujourd'hui, je le dis souvent ici, je le dis à tous mes clients, le diagnostic structurel, l'état du bâti, l'état du bien, c'est vraiment le premier investissement intelligent qu'il faut faire. Faut vraiment pas lésiner sur les travaux pour rendre la coque propre et ne plus avoir à t'en soucier ensuite, en fait. Parce qu'effectivement, si la coque est pas saine, ça va tout de suite, toujours te revenir en boomerang. Alors que finalement, si tu dois effectivement patienter un peu pour avoir une deuxième salle de bain ou si typiquement tu dois mettre un plan de travail en mélaminé en attendant de pouvoir te payer un beau plan de travail en pierre, voilà, c'est des concessions qu'il faut savoir faire, mais en tout cas, il faut quand même prioriser sur le structurel et faire en sorte que ta coque soit la plus saine possible avant d'entamer le reste des travaux. Ensuite, un autre regret, ça aurait été mon choix de fenêtres. J'ai choisi des fenêtres contemporaines, sans trop me poser de questions, parce qu'en fait, tout le monde là-bas faisait comme ça. Toutes les maisons autour, quand on rénovait une maison bourguignonne, voilà, on faisait comme ça, on mettait des fenêtres aspect moderne, avec un seul ventail la plupart du temps, et en râle gris anthracite. Donc, je me suis pas trop posé de questions, effectivement, et on a fait comme ça. Sauf qu'en fait, à l'usage, en tout cas à y vivre et les mois passant, j'ai eu de plus en plus le sentiment que ça jurait parce qu'en fait, c'était pas du tout cohérent avec le style architectural de la maison. C'était une maison ancienne, une maison de campagne, et donc effectivement, aujourd'hui, je me dis que des fenêtres à l'ancienne, avec des petits bois, des croisillons, quelque chose de plus chaleureux, ça aurait été vraiment beaucoup plus cohérent, et c'est ce que j'ai recommandé d'ailleurs à mes clients par la suite quand j'ai commencé en Bourgogne. Et encore une fois, ça montre qu'il faut pas suivre ce que font tout le monde, il faut pas suivre les tendances aveuglément, mais il faut vraiment écouter son ressenti, ses goûts et ce que nous dit le lieu, en fait, pour que ça lui corresponde vraiment. Parce que se tromper sur des fenêtres, c'est quand même pas anodin comme erreur. C'est une erreur qui coûte très cher. Les fenêtres, on les change pas tous les jours. Donc, clairement, c'est un des choix qu'on fait en premier. Et souvent, on n'a pas complètement idée de ce qu'on va faire à l'intérieur, comment on va décorer, quelle ambiance on veut créer. Et pourtant, c'est fondamental. Les fenêtres, ça donne le ton de l'ambiance, de l'atmosphère. Donc vraiment, c'est un choix hyper important. Ça fait partie de la boîte. J'ai créé un épisode spécial sur la boîte et comment c'est important de choisir les éléments architecturaux de la boîte avec attention.
Donc, je pourrais te remettre le numéro de l'épisode dans la description, mais effectivement, les fenêtres, vraiment, un choix hyper important et à ne pas prendre à la légère. Et enfin, mon dernier regret, ça aura été de ne pas penser tout de suite à la terrasse et surtout à son style d'ombrage. La terrasse, c'est effectivement des travaux qu'on a fait très vite, parce que c'était un peu indispensable, vu la conception qu'on avait réalisée avec cette grande ouverture, cette baie vitrée. Voilà, le fait de rester pendant des mois et des années sans terrasse, puisqu'elle était sur pilotis, ça aurait été compliqué et un peu incohérent. Donc ça a été une priorité pour nous d'avoir une terrasse. Sauf que, comme on l'a quand même fait aussi un peu dans la va-vite, enfin en tout cas comme c'était pas effectivement de nos compétences, on a pensé la terrasse pour qu'elle soit la plus agréable possible. C'était le cas. Elle était en plus plutôt spacieuse. On pouvait y créer plusieurs ambiances. Mais on a très peu pensé à l'ombrage et donc à son exposition, surtout en été, et donc lié à son orientation. Tout ça, tout simplement parce que quand on a conçu, quand on a imaginé cette terrasse, quand on a fait venir les artisans pour faire les devis, c'était l'hiver. Et clairement, on n'avait pas le même sentiment. On n'avait plus vraiment idée de à quel point on allait avoir chaud sur cette terrasse. Et donc, effectivement, tout aurait pu être mieux pensé à ce moment-là, et notamment, on aurait dû intégrer l'idée de comment ombrager cette terrasse dès le début dans la conception de la terrasse. Ça aurait été beaucoup plus simple. Après, on a fait des brainstorming pas possibles pour imaginer comment on allait pouvoir ancrer des pieux pour installer des toiles d'ombrage ou des ombrières. Enfin, voilà, parce qu'effectivement, je voulais pas un simple parasol, c'est sûr. Mais on aurait dû penser les choses mieux pour être débarrassé de cette question et que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup moins technique au moment où on serait arrivé effectivement à l'ombrage. Donc, il faut vraiment anticiper, penser au global, c'est ce qui fait la différence. Et surtout quand on pense extérieur, quand on pense terrasse, effectivement, ne pas oublier l'orientation et l'impact que ça peut avoir sur la vie dans cet espace. Effectivement, une terrasse au sud, c'est pas la même chose qu'une terrasse à l'est. Et voilà, le prendre vraiment en considération, d'autant plus de nos jours, alors qu'il fait de plus en plus chaud, on le voit bien en ce moment. Donc, après ces 7 regrets, ce que j'en retiens, cette maison, effectivement, c'était notre premier gros projet, mais c'était quand même à la fois notre cocon, là où on a fait naître nos enfants, notre galère, parce qu'effectivement, on en a vu passer quelques-unes, et notre première aventure, celle qui aura marqué notre couple, celle qui nous donne envie de recommencer aujourd'hui. Personnellement, j'ai appris énormément. Effectivement, c'est là où j'ai compris que rénover aussi, c'était justement pas juste poser du carrelage et casser des cloisons. C'était vraiment un vrai projet de vie, un vrai chantier personnel au sens introspectif. Et c'est grâce à tous ces ratés ou ces erreurs que j'ai envie, que j'ai envie de partager effectivement tout ça aujourd'hui sur le podcast. C'est ce qui m'a décidé à me reconvertir, c'est ce qui m'a donné envie d'apprendre, de me former. C'est les heures et les heures passées à écouter des podcasts en faisant mes enduits, mes peintures, que j'ai eu l'envie effectivement de créer celui-ci, parce qu'il était déjà dans ma tête effectivement à ce moment-là. Il a mis quelques années à arriver parce que c'est pas si simple, mais effectivement l'idée, l'envie de transmettre et d'accompagner d'autres femmes à faire les bons choix, à anticiper, à concevoir des lieux qui leur ressemblent vraiment sans tomber dans les mêmes pièges. Donc j'ai aucun regret sur le fait d'avoir vécu tout ça. Ça a été transformateur. C'est ce qui me permet d'être ici aujourd'hui. Et parce que sans cette maison, effectivement, je serais pas là où j'en suis. Ce podcast n'existerait pas et je serais pas là pour vous accompagner. Donc en soi, des regrets soit, c'est ce qui me permet de capitaliser sur ces erreurs et de vous les transmettre pour que vous n'ayez pas à les faire, à les reproduire, et moi non plus dans cette
prochaine rénovation qui arrive. J'espère que cet épisode, il t'a parlé, il t'a aidé à éviter effectivement ces erreurs sur ton propre projet de rénovation. Si tu te sens un peu perdu, que tu as des questions, tu as juste besoin d'un regard expert pour t'accompagner pas à pas dans ton projet, n'hésite surtout pas à m'écrire en MP sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Tu peux également prendre rendez-vous avec moi pour un appel clarté et on débrief, on regarde, on pose un diagnostic sur ton projet, voir là où sont tes difficultés et si éventuellement je peux t'accompagner. Je serais ravie de t'aider à concevoir la maison qui te ressemble, sans stress, avec toutes les clés en main pour réussir. Tu n'es pas seul dans cette aventure et parfois un petit coup de pouce personnalisé, ça fait vraiment toute la différence. Donc envoie-moi un message, on en discute. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.